La parole est désormais à Madame Warzé Cavren. Ne courez pas, vous avez la parole, Madame la députée. Pour 30 minutes maximum. Je rassure directement mes collègues. Je n'utiliserai pas les 30 minutes à ma disposition. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, chers collègues, le plan de pilotage est sans doute un des points les plus importants du pacte pour un enseignement d'excellence, puisqu'il tend à responsabiliser directement les acteurs du terrain en leur conférant un maximum d'autonomie et de soutien. C'est ce qui fait aussi de ce projet, dont nous discutons actuellement, projet qui est déjà mis en application dans les écoles reprises dans la première phase, notamment concernant l'état des lieux et l'information, voire parfois la formation des équipes, alors même que le texte n'est pas voté. Nous avons d'ailleurs évoqué la possibilité de postposer sa mise en œuvre d'1 an. La ministre a néanmoins adapté, via amendement, le timing pour que les plans de pilotage à première phase soient déposés jusqu'au 30 avril 2019. En ce qui concerne l'avis des pouvoirs organisateurs, nous avons également relevé en commission qu'ils sont en désaccord avec le présent texte, car la scission POPR n'est pas encore votée pour l'enseignement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, et on ignore quand elle le sera. Rappelons la vision du 3e avis du groupe central, qui mentionnait un certain nombre de conditions de mise en œuvre du dispositif de responsabilisation, afin que celui-ci apporte les effets bénéfiques attendus. Conditions qui aujourd'hui ne sont pas encore toutes rencontrées. Les syndicats, à l'exception d'un seul qui remet un avis défavorable, ont un avis réservé, car ils souhaitent essentiellement que des moyens supplémentaires, en plus des 2 demi-journées de formation, soient prévus, en plus des 2 demi-journées de formation prévues, soient alloués aux écoles pour appréhender le nouveau travail qui leur est demandé. Il semblerait que beaucoup de questions sont encore au stade de l'analyse par chacun des différents réseaux. Cette analyse se base principalement sur les questionnaires transmis aux élèves, aux enseignants et aux parents dans le cadre de l'état des lieux et rédigés par les fédérations de PO elles-mêmes. Cette disparité des questionnaires permet de se demander si les différents établissements seront comparés sur la base de ces résultats. Ce serait alors une comparaison inadéquate et non pertinente. Notons également l'importance d'avoir des indicateurs précis afin d'aboutir au contrat d'objectif. Il ne faudrait pas, de plus, créer un effet pervers en encourageant les écoles à s'adapter pour arriver aux chiffres communiqués en diminuant leurs exigences. Nous plaidons donc pour que les résultats des élèves correspondent à des compétences et à des connaissances acquises. Pour le moment, toutefois, plusieurs certitudes planent encore sur l'exécution de ce plan de pilotage. Tout d'abord, il existe certes la possibilité pour le DCO de demander un audit à l'inspecteur en cas de difficulté dans un établissement scolaire. Or, je rappelle que les écoles de la première vague n'ont pu bénéficier de ce DCO. Qu'en est-il alors pour celles-ci ? Nous regrettons et sommes interpellés par le risque de diminution des subventions de traitement et des dotations de fonctionnement. D'un côté, l'on veut renforcer l'autonomie et la responsabilisation des agents en pratiquant une contractualisation, mais d'un autre, les moyens ne suivent pas pour leur accorder au final suffisamment cette liberté tant demandée. De plus, le projet de décret présenté par Madame la Ministre évoque uniquement les sanctions à l'encontre du PO en cas de non-atteinte des objectifs. Mais qu'en sera-t-il en cas de non-respect du projet par les enseignants ou les directeurs ? Plus spécifiquement concernant l'outil informatique, le sort des aides complémentaires dans les écoles pose question, notamment comment seront gérées les aides complémentaires pour les écoles pratiquant l'intégration dans le cas où le capital période provient d'une école de l'enseignement spécialisé. Quant à l'enseignement maternel, ces aides essentielles, périculteurs, assistants maternels, seront-elles bien intégrées dans l'ensemble de l'encadrement disponible pour l'école ? Idem pour les DASPA. Il faut bien évidemment du temps, d'une part, pour se familiariser à ce nouvel outil, qui, je le rappelle, comprend 70 pages d'explications, et d'autre part, pour permettre à l'ethnique d'avoir le temps d'effectuer les adaptations nécessaires à un usage aisé. Nous craignons à nouveau une surcharge de travail, même si l'aide administrative reçue permet de soulager le directeur par rapport à la charge de travail qu'il avait précédemment, c'est-à-dire avant la mise en place du plan de pilotage.
Il faut rester attentif à la volonté d'attribuer une plus grande autonomie, mais aussi une partie croissante du temps de travail du directeur au suivi pédagogique de son école. Pour conclure, je résumerai l'avis de mon groupe comme suit. Si au départ, nous ne nous situions pas en défaveur du pilotage, puisqu'il laissait place à une autonomie accrue et à une nouvelle approche du management et la collaboration des équipes éducatives, nous devons malheureusement constater qu'alors que les premiers plans de pilotage vont être rédigés, le rôle du service de l'inspection, les DZ et les DCO notamment, laisse perplexe dans l'état actuel, où le temps de formation de ceux-ci pour accompagner les écoles et maîtriser leur métier semble imprécis. Ce plan de pilotage perd de tout son sens en laissant de côté toute compétence pédagogique. On réinterprète le texte initial en le déviant de ses objectifs initiaux. Enfin, le morcellement du texte entre le DCO, le pilotage et la réforme de l'inspection ne permet aucunement d'avoir une vision claire du texte, ce qui oblige donc mon groupe et moi-même à voter contre ce décret. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Madame la députée.